Octobre 2025, le désert de Tindiban a tremblé. Non sous les bombes, mais sous l'idée qu'une trajectoire pouvait basculer. Sous la chaleur et la poussière, Ibrahim Traoré rompit la mécanique du fatalisme, mêlant discipline militaire et calcul politique. Alors, comment un homme de Burkina Faso a-t-il transformé la peur en méthode et la loyauté en souveraineté? Ce jour-là, le Sahel a compris qu'une donnée pouvait peser plus lourd qu'un drapeau. La promesse d'Ibrahim Traoré ne s'écrivait pas dans la ferveur des discours, mais dans la précision des chiffres et la clarté des buts. Au-delà de la victoire militaire, il s'agissait d'installer une stabilité mesurable. Coordination, autonomie, rapidité. Le risque était colossal. Échouer signifierait replonger 3 nations dans le doute et la dépendance. Réussir, au contraire, prouver qu'une souveraineté africaine pouvait se calculer. Chaque décision prise sur le sable engageait l'avenir de millions de civils, des marchés, des écoles, des fermes, des routes. C'est là que résidait l'enjeu invisible. Transformer un triomphe tactique en système reproductible, où la dignité retrouvée remplace l'assistance extérieure. Autrement dit, le pari du Sahel devenait un test de maturité politique et technique. Derrière chaque drone ou convoi, un fil reliant science, foi et territoire. Le public, lui, guettait. Et si cette fois la victoire ne s'envolait pas? 2 semaines avant la bataille de Tindiban, les services de renseignement du Burkina Faso et du Mali interceptèrent un message chiffré annonçant un convoi armé traversant le nord du Sahel. Cette information, apparemment anodine, allait devenir le point de bascule recherché par Ibrahim Traoré. Pour la première fois, 3 armées africaines partageaient leur flux sans intermédiaire étranger. La souveraineté pouvait se mesurer en gigaoctets. 12 drones de surveillance, 9 centres de coordination, 3 chaînes logistiques fusionnées en moins de 48 heures. Derrière ces chiffres, un mot d'ordre: rapidité. Dans une région où chaque décision diplomatique prenait jadis des semaines, le réseau AES permit des réactions quasi instantanées. Ce contraste brutal marqua la rupture entre dépendance et autonomie, redessinant les frontières du pouvoir local. Depuis 2013, la lutte contre les groupes armés reposait sur des forces extérieures, souvent perçues comme intrusives. Les villages d'Arbinda, de Tessit ou de Tindiban vivaient sous la menace des raids nocturnes, tandis que les chancelleries rédigeaient des communiqués stériles. C'est dans cette inertie qu'Ibrahim Traoré forgea sa conviction. La paix importée ne prend jamais racine. Ainsi naquit l'idée d'une alliance du terrain, ancrée dans la connaissance locale et la technologie artisanale. Les ingénieurs sahéliens relièrent 3 capitales par un maillage de fibres et d'ondes, pendant que les officiers formés à l'étranger revenaient enseigner des méthodes adaptées à leur propre géographie. Ce mélange d'intelligence humaine et de pragmatisme régional posa les bases d'une doctrine nouvelle: frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. Le décor était planté. Tindiban ne serait pas une improvisation, mais la démonstration qu'une Afrique coordonnée pouvait reprendre la main sur son destin. Au cœur de la stratégie, un visage s'impose, celui d'Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu symbole d'une souveraineté en acte. Il quitta Ouagadougou pour s'installer dans un poste avancé à quelques kilomètres de la frontière malienne. Ce geste, simple mais risqué, envoyait un message limpide. Le commandement ne se mène plus depuis les bureaux climatisés, mais depuis la poussière du terrain. Autour de lui, des figures discrètes contribuèrent à la mutation. Ingénieurs, logisticiens, analystes, techniciens de terrain. L'un d'eux, un jeune mécanicien de Niamey, transforma un drone civil en outil de cartographie militaire à partir de pièces récupérées au marché. Ces actes minuscules, additionnés, bouleversèrent la dynamique du conflit. Pour la première fois, la créativité africaine remplaçait la dépendance technologique. Les villages frontaliers ressentirent très vite la différence. Les routes rouvertes, les convois circulant sous pavillon africain, les échanges renaissants. Les habitants saluaient les soldats AES avec un mélange de stupeur et de fierté. Leurs uniformes, cette fois, portèrent les couleurs du Sahel. En observant ces scènes, Ibrahim Traoré comprit que la victoire ne se mesurait pas seulement en kilomètres repris, mais en confiance restaurée. C'était le véritable tournant. Transformer la réussite tactique en émotion collective.
une onde de dignité qui allait redessiner les relations entre peuples et institutions. Le 18 octobre 2025, tout s'enclencha. Des signaux interceptés par le réseau AES révélèrent une infiltration ennemie dans le triangle de Tindiban. Moins de 30 minutes plus tard, Ibrahim Traoré, depuis son avant-poste près de Dori, donna l'ordre d'exécution. Pas de réunion, pas d'attente diplomatique. La mécanique de l'alliance s'anima seule. Les unités burkinabé SR5 ouvrirent la danse. Leur salve illumina le désert, traçant des arcs de feu au-dessus des dunes. Chaque impact provenait de coordonnées transmises par les drones maliens, tandis que la cavalerie nigérienne contournait les flancs. En moins de 3 heures, le triangle fut verrouillé sur 3 axes, nord, est et ouest. Bruit, poussière, précision, une symphonie de vitesse contrôlée. Pendant ce temps, à Bamo, le centre de commandement AES tournait à plein régime. Les écrans affichaient en des images thermiques, des signaux GPS artisanaux, des communications filtrées par des logiciels conçus localement. L'ingénierie sahélienne remplaçait la dépendance satellitaire. Casque sur les oreilles, Ibrahim Traoré observait en silence. Chaque minute gagnée devenait un argument politique. Prouver que l'Afrique pouvait répondre plus vite que n'importe quelle coalition étrangère. Lorsque la deuxième phase débuta, les troupes encerclèrent dans les poches de résistance avec une précision déconcertante. Un ancien capitaine malien racontera plus tard « Il ne s'attendait en fait pas à nous voir venir d'en bas, ni si vite ». Les motos ennemies furent détruites en quelques salves. Sans carburant, sans relais, les cellules terroristes se désagrégèrent une à une. Vers midi, la poussière retomba. Les radios se turent. Les soldats avancèrent dans un silence d'après-tempête, découvrant les débris, les cartes, les ordinateurs encore allumés. Aucune perte du côté sahélien. Ce fut le premier miracle. Dans l'après-midi, les convois ramenèrent de documents, armes, disques durs vers Niamey pour analyse. Les données me révélèrent un réseau s'étendant jusqu'à la Libye et au Soudan. Cette découverte transforma la victoire tactique en atout stratégique. Quand le soleil disparut derrière les dunes, Tindiban retrouva son calme. Mais ce silence n'était plus celui de la peur, c'était celui d'un continent qui se souvenait de sa force. Ibrahim Traoré, debout devant la carte du Sahel, murmura simplement « Nous venons de prouver que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas des slogans, mais des armes. » Ainsi s'acheva la journée où l'histoire changea d'auteur. Passons maintenant aux chiffres de Tindiban, qui ne sont pas des slogans, mais la mesure d'un basculement historique. En moins de 48 heures, 123 km² de territoire furent sécurisés, 287 positions ennemies neutralisées et pas une seule perte du côté sahélien. Derrière ces données, un récit se dessine. Coordination, vitesse, précision. Avant l'alliance AES, la réponse moyenne à une attaque terroriste dépassait 72 heures. À Tindiban, elle fut ramenée à moins de 6, une réduction de 91%. Ce delta, à lui seul, symbolise la mutation d'un continent. Chaque heure gagnée équivaut à des vies sauvées et à des villages préservés. Passons au deuxième indicateur, celui de la densité logistique. 9 corridors furent tracés simultanément entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux d'échec inférieur à 2%. Derrière ce chiffre apparemment technique, une révolution. 3 nations ont mené une opération militaire commune sans dépendre d'aucun fournisseur extérieur. Le carburant, les munitions, la maintenance, tout fut planifié et exécuté localement. Dans les entrepôts improvisés de Gao ou de Dori, une phrase circulait « Nous sommes nos propres logisticiens ». Passons au troisième indicateur, celui de la perception civile. Les enquêtes menées après l'opération révélèrent qu'à Tindiban, 84% des habitants interrogés disaient avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées nationales. 10 ans plus tôt, ce taux ne dépassait pas 30%. Cette progression n'est pas qu'une statistique, elle marque un tournant psychologique, celui d'une population qui ne regarde plus vers l'extérieur pour sa sécurité. Enfin, le chiffre le plus parlant reste l'absence totale de pertes humaines côté AES. Interrogé à Niamey, Ibrahim Traoré répondit « Ce n'est pas la victoire du hasard, c'est la victoire du calcul et du respect de chaque vie africaine. » Sous cette formule se cache une doctrine, frapper fort, mais frapper propre. Les écoles militaires de Bamako et Ouagadougou
enseigne désormais cette équation. Intelligence plus mobilité plus unité, souveraineté mesurable. Ces nombres répétés, vérifiés, diffusés bâtissent plus qu'un récit. Ils définissent une norme. Le Sahel, longtemps résumé à des statistiques de pauvreté ou de conflits, s'offre un nouveau vocabulaire numérique, celui de la performance. Et c'est là que réside la véritable victoire d'Ibrahim Traoré, avoir fait de la donnée un instrument de dignité. Les critiques de l'opération de Tindiban ne tardèrent bon pas. Certains observateurs occidentaux affirmèrent que le succès de l'alliance sahélienne n'était qu'un effet de surprise, une victoire ponctuelle impossible à reproduire. D'autres insinuèrent qu'Ibrahim Traoré n'avait fait que remplacer une dépendance par une autre, troquant l'influence occidentale contre une centralisation régionale trop rigide. Ces arguments méritent d'être entendus, car c'est en affrontant la contradiction qu'un modèle se solidifie. Passons à la première objection, celle de la durabilité. Oui, le Sahel a remporté une bataille, mais peut-il maintenir ce rythme face à des réseaux terroristes mouvants? La réponse réside dans la structure même du système AS, décentralisé, fondé sur la coordination locale. Chaque brigade peut agir sans attendre d'ordre venu du sommet, les centres de commandement interconnectés permettent une adaptation constante. Cette flexibilité héritée du terrain devient une garantie de longévité. Passons à la deuxième objection, celle du manque de ressources. Les détracteurs rappellent que les budgets militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso restent inférieurs à 1% du PIB. Mais c'est justement cette contrainte qui a favorisé l'innovation frugale. Des drones recyclés, des logiciels open source, des véhicules adaptés au sable, ces solutions locales deviennent des avantages compétitifs. Comme le répète Ibrahim Traoré, nous ne manquons pas d'argent, nous manquons d'autonomie intellectuelle. Enfin, passons à la crainte d'un isolement. On accuse parfois l'AES de couper le Sahel du reste du monde. Pourtant, c'est l'inverse qui s'observe. Les universités africaines étudient désormais le modèle Tindiban comme un cas d'école de stratégie endogène. Le Ghana, la Guinée, le Tchad y voient la preuve qu'une coopération sud-sud n'est pas un slogan, mais une méthode. Et dans ce dialogue entre critique et résultat, Ibrahim Traoré impose une leçon. Le doute n'est pas un frein, c'est un carburant pour la souveraineté. Le Midpoint ne fut pas un événement militaire, mais un basculement moral. La peur venait de changer de camp. Dès le lendemain de la victoire, les radios locales diffusèrent des images de villages repeints, d'écoles rouvertes, de marchés réanimés. Le symbole était fort. La reconstruction commençait avant même la fin des décombres. Pour la première fois, l'Afrique ne demandait plus l'approbation du monde pour célébrer sa résilience. Mais le choc le plus profond fut intérieur. Dans les casernes du Burkina Faso et du Niger, les jeunes officiers voyaient en Ibrahim Traoré la preuve qu'un Africain pouvait diriger, innover, gagner sans tutelle. Ce sentiment d'appartenance, invisible et contagieux, s'étendit bien au-delà du Sahel. Les analystes parlèrent du syndrome Tindiban, une contagion de confiance, un virus d'autonomie. La guerre s'était transformée en pédagogie collective et la victoire en devoir de persévérance. Désormais, il ne s'agissait plus de vaincre, mais de se maintenir debout. Et dans cette posture nouvelle, chaque soldat, chaque citoyen devenait gardien d'un réveil collectif. Les conséquences de Tindiban dépassent largement le champ militaire. Elles s'inscrivent dans 4 sphères où l'effet Ibrahim Traoré est devenu tangible. National, économique, social et régional. Au niveau national, au Burkina Faso, quelques semaines après la victoire, le gouvernement lança un programme de reconstruction du Nord, village reconnecté à l'électricité, 14 écoles rouvertes, 3 hôpitaux de campagne, convertis en structures permanentes. Ces chiffres modestes marquaient pourtant le retour de l'État dans des zones longtemps abandonnées. Ibrahim Traoré visita lui-même Arbinda, serrant la main de cultivateurs qui parlaient d'avenir plutôt que de survie. Au niveau économique, la reprise du commerce régional suivit la stabilisation. Le trafic transsaharien augmenta de 27% entre octobre 2025 et mars 2026. Les camions transportant coton et bétail reprirent la route vers Gao et Agadez. Des coopératives locales, soutenues par l'AES, mirent en place un système d'assurance mutuelle, une première dans la région. Chaque transaction devenait un symbole de confiance retrouvée.
Au niveau social, la dignité collective se régénéra. Les marchés vibrèrent à nouveau, les femmes retrouvèrent leur place de commerçantes et de formatrices. Les radios communautaires diffusèrent des messages en plusieurs langues, évoquant non plus la peur, mais la renaissance. Dans les écoles, la bataille de Tindiban entra dans les manuels, enseignée comme un exemple d'unité et d'intelligence collective. Ibrahim Traoré y est cité, non comme un héros solitaire, mais comme catalyseur d'un effort partagé. Au niveau régional, les armées du Mali et du Niger adoptèrent la doctrine Tindiban. Frapper court, coordonner large, compter sur l'humain. Un conseil permanent fut installé à Niamey pour superviser les projets communs. Les chefs d'État du Ghana, de la Guinée et du Tchad vinrent observer le modèle. Dans les rapports de l'Union africaine, le Sahel cessa d'être classé zone rouge et devint région de transformation stratégique. Ces résultats n'effacent pas la pauvreté ni les tensions, mais ils changent le vocabulaire du continent. Le mot crise recule, celui de construction avance. Sous cette évolution, la marque d'Ibrahim Traoré s'imprime comme une signature invisible, celle d'un homme ayant transformé la douleur en méthode et l'espoir en système. L'avenir du Sahel, après Tindiban, se dessine selon 3 trajectoires, prudentes, ambitieuses et critiques. Ibrahim Traoré parle rarement de victoire finale. Il préfère le terme de stabilité mesurable, un objectif vivant à l'image d'un organisme qui évolue avec la confiance des peuples. Dans le premier scénario, celui de la consolidation, l'alliance AES maintient sa coordination militaire tout en développant ses infrastructures civiles. Les effectifs mixtes Burkina-Mali-Niger demeurent autour de 40 000 hommes, soutenus par un réseau de 30 drones et 12 bases tactiques. La priorité, sécuriser les routes commerciales et renforcer la chaîne alimentaire. Ce scénario suppose un financement interne stable et un consensus politique minimal. Dans le deuxième scénario, celui de l'expansion régionale, le modèle Tindiban inspire d'autres États. Le Ghana, le Tchad ou la Guinée pourraient rejoindre l'AES pour former un pôle de sécurité ouest-africain autonome. Les ingénieurs du Sahel partageraient leur technologie de surveillance tandis que les académies militaires adopteraient la doctrine intelligence plus mobilité plus unité. Dans cette hypothèse, la croissance moyenne du PIB régional pourrait dépasser 4%, portée par la réouverture complète des corridors transsahariens. Mais ce succès exige une confiance mutuelle et une neutralisation durable des ingérences extérieures. Dans le troisième scénario, celui de la pression et fragmentation, les sanctions économiques ou la désinformation pourraient fragiliser la cohésion interne. Des divergences entre commandements nationaux ralentiraient les opérations communes. Une baisse du moral ou du financement ramènerait le Sahel dans une spirale de dépendance. Pour Ibrahim Traoré, ce risque est réel. Le prochain combat ne sera pas contre des hommes, mais contre la fatigue et le doute. Ces 3 trajectoires ne s'excluent pas. Elles forment la carte mentale d'un continent qui apprend à planifier sans traducteur. Et derrière chacune, la même équation, souveraineté partagée ou fragilité retrouvée. Ce que Tindiban a déclenché dépasse la géopolitique. C'est une émotion partagée, une fibre intime qui relie ceux qui, loin du front, ressentent encore les secousses de la guerre. Dans les villages de Kailabé, les soirs résonnent à nouveau de tambours, de rires et de prières, sont redevenus les battements d'une renaissance. Ibrahim Traoré, conscient de cette dimension, multiplie les visites sans protocole. Il s'assoit sur les nattes, écoute les anciens, parle de patience et de travail. Chaque échange devient un acte politique, redonner une voix à ceux qu'on n'entendait plus. Un instituteur de Guibo lui confia. Avant, nos élèves dessinaient des soldats étrangers. Désormais, ils dessinent les nôtres. Cette anecdote, reprise par les radios communautaires, symbolise un basculement psychologique. L'image de la protection change de visage. Elle devient familière, locale, incarnée. Dans les villes, l'impact se prolonge différemment. Les jeunes entrepreneurs montent des startups de cybersécurité, les journalistes forment des collectifs d'investigation, les femmes créent des coopératives transfrontalières. La victoire militaire se mue en levier social. Discipline, confiance, innovation. Et dans ce mouvement de fond, une question résonne. Si eux ont réussi,
pourquoi pas nous? Tindiban n'est plus seulement une bataille gagnée, c'est un miroir offert à tout un continent, un rappel que la dignité se construit chaque jour à main nue. Pour transformer la victoire en structure durable, Ibrahim Traoré a présenté un plan en 5 étapes, simple dans la forme, exigeant dans l'exécution. Chaque étape s'ancre dans un verbe, comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. La première étape, c'est comprendre. L'AES a instauré un système d'écoute civilo-militaire. Chaque région dispose d'un comité réunissant officiers, enseignants, chefs, coutumiers et ingénieurs. Objectif: identifier les besoins prioritaires avant toute opération, afin que la sécurité ne soit jamais dissociée du quotidien. La deuxième étape, c'est stabiliser. Les zones libérées de Tindiban servent désormais de laboratoire. Des patrouilles mixtes, Burkina, Mali, Niger, assurent l'ordre public pendant 6 mois avant la remise aux autorités civiles. Ce protocole, nommé transition apaisée, a déjà réduit de 40% les incidents post-conflit. La troisième étape, c'est de produire. Les anciens dépôts militaires sont reconvertis en ateliers et en entrepôts agricoles. Des coopératives locales y transforment le matériel récupéré pour relancer l'économie de proximité. La quatrième étape, c'est former. Les écoles techniques forment des jeunes au métier de la maintenance, de la cartographie et des communications. Chaque session inclut une composante civique: servir, comprendre, réparer. La cinquième étape, c'est transmettre. Les leçons de Tindiban sont documentées, traduites et diffusées dans toute la région. La mémoire devient infrastructure. Apprendre du terrain pour bâtir la résilience. Par ce plan, Ibrahim Traoré cherche moins à imposer un modèle qu'à semer une méthode, celle d'un leadership mesurable, enraciné dans l'expérience et dans la continuité. Sous le ciel du Sahel, la poussière retombe, mais la mémoire reste suspendue. Là où résonnaient les tirs, montent aujourd'hui les voix d'enfants récitant l'histoire de Tindiban. Les plus jeunes y voient moins une bataille qu'une preuve, celle qu'un peuple peut se relever sans tuteur. Ibrahim Traoré, revenu sur les lieux 1 an plus tard, marcha seul parmi les débris effacés par le vent. Il posa la main sur un vieux panneau rouillé, symbole muet de l'époque de soumission. Derrière lui, les soldats observaient en silence, conscients d'assister à la fin d'un cycle. Le capitaine ne parla pas de gloire, mais de continuité. Ce qui commence dans la poussière doit se poursuivre dans la lumière. Cette phrase, reprise par les radios du Sahel, devint un refrain discret, un rappel de responsabilité partagée. Tindiban n'était plus seulement une victoire, mais une méthode, une promesse à tenir. Et dans ce sable redevenu fertile, le nom d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme une graine, non comme une statue. Le récit du Sahel ne demande plus des spectateurs, mais des passeurs. Car au-delà des chiffres et des cartes, Tindiban pose une question simple. Que faisons-nous, chacun, de la victoire d'autrui? Les nations voisines observent, les diasporas relaient, les voix africaines se tissent à nouveau autour d'un même fil, celui de la responsabilité collective. Ibrahim Traoré le répète, la souveraineté n'est pas un cadeau, c'est une discipline quotidienne. Dans chaque école, chaque atelier, chaque bureau, cette phrase devient un exercice. Refuser le fatalisme, choisir l'autonomie, mesurer ses progrès comme on mesure la pluie. Peut-être est-ce là le vrai héritage de Tindiban, transformer une victoire militaire en culture civique. Et si la prochaine bataille n'était pas sur un champ de sable, mais dans les esprits, la question reste ouverte, offerte à tous ceux qui croient qu'un continent peut s'écrire par lui-même.